Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et que votre semaine a très bien débuté. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est à cheval entre deux spécialités, notamment la gynécologie obstétrique et la pédiatrie. Nous allons parler de l'accouchement prématuré. Parler de l'accouchement prématuré ne revient pas à juste vous dire quelle est la cascade de catastrophes qui peut se produire, mais surtout vous dire comment prévenir cela, comment reconnaître les signes d'une menace d'accouchement prématuré et donc mieux prévenir cela pour l'éviter. Alors, nous allons prendre quelques instants le temps d'accueillir notre invité, qui est ce soir une résidente en gynécologie, le docteur Miamessa Kom Naïcha. Donc, veuillez faire preuve de patience, nous allons la prendre rapidement et commencer la présentation. En attendant qu'elle arrive dans le direct, je vous invite à partager le lien de notre direct dans vos différents forums et partager le direct dans votre story Facebook. Donc, restez connectés, veuillez faire preuve de patience, nous allons prendre notre invité. Ok. Je crois qu'elle est là, on va la prendre. Merci une fois de plus de renouveler votre confiance. Depuis 3 ans, elle peut toujours partager cette science parce que si l'invité et moi venons nous placer, édition La Science en qu'il n'y ait pas d'auditoire, notre mission serait vaine. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous de façon mensuelle. Docteur Naïcha, essaie d'accepter la demande que je t'ai envoyée, s'il te plaît. Est-ce qu'elle est connectée? Il y a une demande qui figure sur ton écran. Accepter en audio. D'une part, accepter en audio et vidéo. Accepte en audio et vidéo, s'il te plaît. Est-ce que... Veuillez faire preuve de patience, s'il vous plaît. Elle va nous rejoindre sous peu. Ok. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager le lien du direct dans vos différents forums avant le début. Ok, je vais lui envoyer. Je vais accepter ça. Elle devrait nous rejoindre sous peu. Au fur et à mesure que la présentation sera faite, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Et donc, à la fin, on essaiera d'y apporter des réponses. La connexion est un peu mauvaise, je ne sais pas. J'espère qu'on va pouvoir joindre l'invité. Docteur Naïcha, s'il te plaît, reprends la procédure. Reprends la procédure, tu essaies de me redemander de t'ajouter au direct. J'ai l'impression que la connexion est un peu lente. Une fois qu'on l'aura établi, ce sera mieux. Essaie de renvoyer, s'il te plaît. Ok. Bonsoir, Doc. Excuse-moi. Ah, la technologie n'est l'amie de personne. N'est-ce pas? Bonsoir. C'est comment? Ça va et toi? Ça va. Apparemment, tu vas faire le direct depuis notre service à nous. Je t'assure. Mais avec une belle clim d'ailleurs. Donc, Il y a toujours la clim en imagerie, c'est pas comme en gynéco. on sait. Ok, bonsoir Doc, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, Merci. le docteur Naïcha Miamessakov, c'est un médecin résident en gynécologie obstétrique qui a été, pendant cette année, ma promotionnaire en médecine générale et qui vivait également dans la même cité que moi. Donc, nous avons des relations assez séculaires. Elle est très brillante, vous aurez l'occasion de découvrir ses facultés, ses atouts intellectuels. Et elle sait surtout transmettre à la population, raison pour laquelle elle est notre invitée ce soir pour ce thème particulier. Alors, donc, je sais que c'est ta première fois de participer au mardi médical. Je vais essayer de te rappeler un peu l'ordre des choses. Tu auras 20 à 25 minutes pour faire ta présentation. Après ta présentation, je vais reprendre la parole pour faire un résumé de ce que tu auras dit, pour mettre à jour nos différents téléspectateurs. Et donc, après mon résumé, je vais essayer de prendre dans l'ordre chronologique les questions qui auraient été posées. Et si tu veux bien, tu vas essayer d'y apporter des réponses. D'accord?
D'accord, c'est reçu, bien reçu. D'accord. Donc là, je vais te passer la parole. Tu vas te présenter et faire ta présentation. D'accord, bonsoir à tous. Merci le docteur Yves de m'avoir passé la parole. Comme tu l'as si bien dit, je suis le docteur Miamissa Kop Naïcha, résidente en gynécologie. Et d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit, ta voisine et collègue depuis la première année. Et ta bonbon de luxe, comme tu aimes bien si m'appeler. Ok, je te remercie en fait pour cette approche, pour euh, la demande de l'invitation qui a été sollicitée. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet en fait sur l'accouchement prématuré, qui est un thème vraiment assez vaste et à la limite même, je ne dirais pas compliqué, mais vraiment très intéressant. Et à des moments, on peut aborder, mais on a souvent cette possibilité de sensibiliser en fait les patients en milieu hospitalier. Donc, quand on parle d'accouchement prématuré, pour pouvoir mieux assimiler notre compréhension, nous n'allons pas vraiment l'aborder comme en milieu scolaire, mais nous allons le faire de façon assez simpliste et compréhensible. Ça veut dire qu'on parle d'accouchement prématuré, nous allons évoquer au moins 7 à 8. Initialement, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un accouchement prématuré, et pouvoir envisager et parler aussi de l'épidémiologie, la fréquence, le nombre de pourcentages, le taux en fait d'incidence de cette pathologie dans notre pays et même aussi à l'extérieur. En troisième intention, nous pouvons aussi évoquer ce qu'on appelle les facteurs de risque dans la prédisposition, les causes et aussi connaître un peu comment se déroule la prise en charge, le traitement thérapeutique et les différents bilans qu'on peut demander, sans toutefois oublier le pronostic et la prévention de cette pathologie. Donc, je dis bonsoir en fait à nos chères dames, nos chères ladies, j'aime souvent appeler Miss, pour celles-là qui sont des mamans en devenir et celles-là déjà qui attendent déjà leur petit bébé. J'aurais bien souhaité en fait qu'on utilise le mot 5. C'est vrai que je vais aborder le mot peut-être bébé. Bébé, c'est pas comme ce grand bébé comme les femmes aiment si bien dit appeler la chérie. Mais nous allons utiliser le terme bébé ici comme vraiment ce bébé qui est issu des entrailles de chaque femme. Donc, pour ne pas trop être explicite sur le terme fœtus. Donc, en guise de définition, on peut l'employer de façon assez simple et simple. Ça veut dire que la prématurité, en fait, quand on parle d'accouchement prématuré, c'est cette naissance, comme j'ai dit, du bébé avant le terme de viabilité. Nous, en fait, en obstétrique, on mène une datation, en fait, de 22 à 37 semaines d'aménorrhée. C'est vrai que les femmes ont tendance souvent à dater la grossesse en fonction des mois, donc ne tiennent pas compte du terme du nombre de semaines de temps pour moi. Donc, on peut estimer que c'est en moyenne moins de 7 mois de grossesse, puisqu'on a dit dès déjà le terme du moment de la conception, donc dès déjà dès les dernières règles. Ensuite, le rapport sexuel, la fécondation, jusqu'en moyenne 7 mois de grossesse, parce que cette femme a tendance à calculer en fonction de mois, mais pas de semaines. Mais nous, par contre, en gynécologie, on utilise plutôt la semaine pour dater une grossesse. Parce que nous estimons une grossesse atteinte, une grossesse de 40 semaines. Mais chez ces femmes qui ont des accouchements prématurés, c'est souvent en moyenne à 7 mois. Pour qu'on soit un peu pour qu'on soit vraiment compris, c'est à partir de 7 mois. Mais nous, on estime de 22 à 37 semaines. Bon, ça, c'est selon la généralité et dans les pays occidentaux. Mais dans notre continent, on envisage à partir de 28 semaines d'aménorrhée. Donc, ça veut dire que c'est l'âge de viabilité où on peut dire oui, ok, ce fœtus est viable et on peut le recevoir s'il y a des possibilités en fait qui s'adaptent à la vie extra-utérine. Donc ça, c'est notre thème chez nous, dans notre continent africain, plus précisément aussi au Cameroun. Donc de 28 semaines à 37 semaines d'aménorrhée. C'est là où on parle de la viabilité. Et si on tient compte d'un accouchement prématuré. On a aussi sans ignorer en fait que devant cet accouchement prématuré, il y a la symptomatologie. C'est-à-dire les différents symptômes, les signes d'alerte sont généralement des femmes qui viennent avec des symptômes tels que les douleurs abdominales. Parfois, elles décrivent ça comme des crampes. Pour celles qui sont primipares, elles ne savent pas en fait que ce sont parfois des compressions utérines. D'ailleurs, elles ressentent cette douleur au niveau de la zone abdominale. Et hormis ça, même à des moments, elles ressentent aussi cette pesanteur vaginale. Mais sans toutefois oublier, bon, dans ce cas, elles ne connaissent pas en fait que lorsqu'il y a compression utérine, il y a aussi forcément une modification. Immédiatement, pas forcément, mais il y a une modification cervicale.
Ça veut dire qu'il y a cette ouverture du col qui va permettre le passage en fait du fœtus au niveau des voies génitales et permettre et faciliter en fait l'accouchement. Donc, pour être mieux explicite dans nos thèmes, sans toutefois oublier correctement notre contexte, il faut aussi connaître aussi l'épidémiologie. C'est une pathologie comme Dr Pouna l'a si bien évoqué sur le flower. Elle a environ au moins 15 millions de cas dans le monde. Mais dans notre contexte hospitalier, on estime à 11% au Cameroun et à 2,8% selon l'étude menée par le professeur Kassi en 2025. Et cette approche, on est sans oublier aussi que devant les accouchements prématurés, on peut avoir cette diversité au niveau de l'étiologie. Il y en a tellement d'étiologies probables, y compris aussi la prise en charge qui est vraiment coûteuse. Puis après un accouchement prématuré, il y a le suivi du nouveau-né qui doit se faire en néonatologie. Et ça demande aussi assez d'argent, des finances et tout. Et y compris aussi même la disponibilité de la maman, y compris du conjoint. Sans toutefois oublier, j'aimerais en fait qu'on précise que dans ce cas, nous ne sommes pas censés être tellement ciblés uniquement sur la mère, mais on peut aussi voir au-delà de la maman. Ça veut dire, non seulement ça concerne la maman, le fœtus, y compris le conjoint, ça veut dire en fait le père de l'enfant. Bon, plus tard, nous allons voir l'importance du conjoint. Donc, ça sera beaucoup plus dans le domaine psychologique. Ce n'est pas forcément d'emblée que ça affecte l'homme, mais initialement, on met en avant la mère et le fœtus, et on peut ajouter le conjoint, c'est-à-dire le père de l'enfant. Pour pouvoir mieux appréhender ou bien mieux comprendre, initialement, chez toute patiente, toute femme en général, même celles qui n'ont pas encore conçu, il est nécessaire en fait de connaître ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc, ce qu'on appelle en fait la prédisposition. En tant que jeune fille à un certain âge, quelles sont mes dispositions, mes prédispositions autant pour moi, même si je n'ai pas encore conçu, je n'ai pas encore des enfants, et pour celles-là même déjà qui sont déjà enceintes. Est-ce que tu as des antécédents peut-être, si on évoque, il y en a peut-être 4 classifications, si on voit au niveau de la grossesse, liée à la grossesse, on peut avoir des facteurs de risque liés à la gynécologie et l'obstétrique. On peut aussi avoir des facteurs liés même au mode de vie, d'état socio-économique. Donc, peut-être dans le contexte de la grossesse, est-ce que cette patiente, la plupart des patients sont des patients qui ont souvent un mauvais suivi de grossesse. Ça veut dire qu'elles ne font pas les visites prénatales. Peut-être dans les normes, peut-être dès la 8e semaine ou dès le moment où elles constatent déjà qu'elles ont un retard. Et hormis aussi, ajouter à cela, on peut aussi avoir le bas niveau socio-économique. Bon, dans ce cas, on peut bien se dire, comme on dit, tout est grâce. Il y en a même celles, en fait, qui n'ont même pas ce niveau assez de moyens, mais elles s'en sortent, elles parviennent à maintenir la grossesse jusqu'à terme. Donc, il y a le niveau socio-économique, il y a ce gain financier que certains n'en ont pas. Il y a aussi au niveau, en fait, des efforts fournis. On se rend compte aujourd'hui qu'on en a des femmes, en fait, qui travaillent énormément plus que des hommes. Ça veut dire que ces femmes se retrouvent en train de travailler plus de 24 heures, plus de 24 malgré qu'elles soient enceintes. On va aussi investiguer au niveau même de l'âge de la grossesse. Il y a celles-là qui sont les primipas, vraiment précoces. On a des jeunes filles qui accouchent à 18 ans, de celles-là qui font les premières grossesses même à l'âge de 35 ans, Ça fait partie en fait des facteurs de risque. Donc tu te dis, bon, moi qui suis peut-être à l'âge de 35 ans, je suis déjà une primipa déjà âgée, c'est-à-dire que j'ai des prédispositions déjà à avoir un accouchement prématuré. Pour celle-là qui est la jeune fille de 18 ans, elle a aussi cette prédisposition à avoir aussi un accouchement prématuré. Donc, toujours juger l'intervalle entre 18 ans et 35 ans. Ça fait à partir de ce facteur de risque. Initialement, on peut aussi investiguer chez ces patientes qui ont un poids vraiment énorme ou bien un gain de poids beaucoup plus pour ce qu'on appelle un diabète gestationnel. Dans la plupart du temps, elles ne savent même pas que peut-être elles sont diabétiques connues, ou bien lors de la grossesse, elles développent en fait un diabète gestationnel. Donc, ça fait aussi partie des différents facteurs de risque. Maintenant, concernant l'aspect gynécologique, proprement dit, et l'aspect obstétrical, ça veut dire, je prends l'exemple des jeunes filles. Si celle-là a peut-être des antécédents d'interruption volontaire de grossesse, comme on a toujours tendance à le dire, IVG, encore abrégé, à répétition. Ça veut dire, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'à la première tentative, elles peuvent encore répéter une deuxième tentative, une troisième tentative d'interruption volontaire de grossesse. Elles ne savent pas, en fait, qu'elles s'exposent
à des risques d'accouchement prématuré lorsqu'elle désire en fait concevoir et fonder une famille. On a aussi sans oublier, pourquoi l'IVG en fait? Parce qu'après chaque IVG, il y a la correction qui se fait par le curettage en endobéthème ou bien peut-être ce qu'on appelle en fait en termes médicaux aspiration manuelle et intra-utérine. Donc pour ces filles-là qui font des interruptions, elles arrivent parfois en clinique dans un stade vraiment catastrophique, saignement, anémie sévère, et là il faut corriger. À des moments, c'est que manquer d'interrompre la grossesse, mais à un âge vraiment avancé, 10 semaines, 16 semaines, même d'aménorrhée. Donc ça fait aussi partie des facteurs de risque. Chez toute patiente aussi qui a peut-être eu un antécédent, c'est-à-dire elle a eu un antécédent peut-être d'accouchement prématuré, elle a aussi ce facteur de risque de développer aussi également un second accouchement prématuré. Mais hormis maintenant la prédisposition, il faut aussi connaître les différentes causes. Quand on parle de causes, c'est qu'il y en a tellement plusieurs. On peut même évoquer la cause au niveau anatomique. Il y en a ces femmes en fait qui ont des anomalies au niveau de la formation, au niveau de la forme, autant pour moi, et l'aspect anatomique de l'utérus, mais elles n'en savent pas. Ça veut dire en fait tu peux être là, tu ne sais pas peut-être la taille normale de ton utérus, tu ne le connais pas. À des moments, tu te dis oui, c'est vrai, tu sais normalement, tu es déjà une grande fille, peut-être à un certain âge avancé, et tu désires concevoir. Mais tu ne connais pas en fait la forme anatomique de ton utérus chez ces femmes. Il peut y aussi avoir, comment dirais-je, d'autres aspects aussi au niveau des différents antécédents, comme je disais peut-être chez ces femmes qui ont tendance à faire des interruptions volontaires de grossesse. En aspirant, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous en termes cliniques des synéchies. Si je peux dire en termes simples, comme j'aime souvent expliquer à mes patients, je prends un peu l'exemple des toiles d'araignée. Ça veut dire en fait au niveau de la cavité utérine, on a cette obstruction en fait au niveau de la cavité utérine, empêchant aussi parfois la fécondation et même aussi cette possibilité de maintenir la grossesse jusqu'à terme. Donc, ça fait aussi partie des différentes causes. Il y a la cause aussi, l'une des premières causes, surtout dans notre contexte africain, c'est surtout le contexte infectieux. En première intention, nous pouvons évoquer le paludisme, qui est d'abord la première cause même des accouchements prématurés, le paludisme en grossesse. De par déjà le statut de ces femmes-là déjà qui ont ce qu'on appelle un paludisme placentaire. Chez toute femme déjà qui est déjà enceinte, il faudrait prendre ces prédispositions. Je suis enceinte, je suis à risque de faire un paludisme grave. Donc ces femmes-là qui font des paludismes graves, les infections urinaires, car à des moments, elles sont souvent parfois banalisées. Les infections cervico-vaginales, ça veut dire tu es là peut-être durant ton suivi de grossesse, tu n'as pas un bon suivi de grossesse. Et à ce moment-là, la patiente a peut-être tendance à te demander ce qu'on appelle le PCV, le prélèvement cervico-vaginal plus 38 vivant. Donc, les moments n'ont pas tendance à nettoyer la filière vaginale. Sans toutefois oublier en fait que ces germes quittent du vagin et vont même migrer au niveau de la cavité utérine en passant par le col. Et en passant par le col comme ça crée aussi d'autres complications telles que les ruptures prématurées des membranes. Donc, ça c'est le terme médical. Mais ces femmes-là viennent souvent avec des écoulements périvaginales. Elle va te dire, en fait, docteur, j'ai perdu les os. Je constate juste que l'eau a coulé avant le terme même de la grossesse. C'est souvent ces différentes causes. Les femmes qui ont les cervico-vaginoses, les infections vaginales, les infections urinaires, le paludisme lui-même. L'une des causes, en fait, qu'il ne faudrait même pas aussi oublier, on peut aussi avoir les pathologies au niveau du fœtus. Fœtus ici renvoie au bébé, pour qu'on soit un peu mieux compris. Ça veut dire qu'il y a des bébés, en fait, qui ont des malformations, peut-être qu'ils sont diagnostiqués tardivement. Pour celles-là qui n'ont pas eu un meilleur suivi de grossesse, qui n'ont pas fait la première écho ni la deuxième écho. La deuxième écho, ici, là, j'en parle beaucoup de ça, docteur Pouna, puisque c'est lui, en fait, qui nous donne la morphologie exacte du bébé en tant que radiologue. Donc, en fait, ces femmes ne savent pas, en fait, que le bébé présente des malformations qui peuvent aussi être des causes, en fait, des accouchements prématurés. On peut aussi avoir d'autres pathologies, même des femmes qui font des fausses couches à répétition. Ça veut dire une femme peut te dire, bon, sur 3 grossesses que j'ai eues, je me retrouve en train de perdre les grossesses à des âges gestationnels décroissants. Donc, tu vas voir celle-là, après 3 mois, elle fait une fausse couche. Après peut-être 6 mois, la seconde grossesse, elle tombe enceinte, elle fait également une fausse couche. Ça renvoie à ce qu'on appelle une béance cervico-ischémique.
Béance cervico-ischémique ici, ça veut dire en fait, c'est l'ouverture de l'orifice cervical avant le terme de la grossesse. Or, ce sont des pathologies en fait qui peuvent être bien prévenues, même avant même la conception. Donc, parfois, ça fait partie de ces différentes causes que beaucoup de femmes en fait ignorent lorsqu'elles n'ont pas un meilleur suivi de grossesse. Pour celles-là qui n'ont pas toujours, qui n'envisagent pas toujours les consultations prénatales. Quand on parle maintenant des différentes causes cliniques qu'on a pu évoquer, et si peut-être j'oublie, peut-être avec le temps, je pourrais mieux me rappeler. On peut aussi maintenant aborder l'aspect clinique. L'aspect clinique ici, c'est quoi? C'est que tableau clinique, la plupart du temps, elles se plaignent, comme j'ai dit. Docteur, j'ai mal, j'ai une douleur au niveau de l'utérus. Pour celles-là qui sont à la multipart, elles te diront clairement qu'elle a des contractions utérines. Ça veut dire qu'elle ressent vraiment cette douleur. Et elle te caractérise même correctement la douleur. Ça veut dire qu'elle te dit c'est une douleur, peut-être je ressens à l'espace de 10 minutes. Ça veut dire que je ressens la douleur au moins à 3 épisodes. Elle te donne même la durée. Elle te dit, docteur, ça fait extrêmement mal. C'est un signe alarmant. Hormis ça, d'autres viennent dans un tableau où elle saigne. C'est-à-dire que ce saignement peut être dû à une malposition. J'emploie ce terme assez simple, mais nous, on parle plutôt de l'insertion du placenta. Ça veut dire que le placenta, qui est aussi l'une des parties du fœtus, est mal inséré. Et ces patients-là déjà avec un saignement abondant. C'est aussi l'un des aspects cliniques à évoquer. Lorsqu'on a une contraction utérine, pour ces femmes-là qui ont toujours la douleur, on dit, docteur, j'ai des douleurs à type de crampe. Qui dit douleur à type de crampe dit aussi modification cervicale. Ça veut dire j'ai des contractions utérines. Associé à ces contractions utérines, il y a l'orifice cervical qui s'ouvre. Donc, on a le col qui s'ouvre immédiatement. Bon, c'est vrai que c'est mieux apprécié lorsqu'on est en structure hospitalière. La patiente ne va pas te dire forcément. Mais pour d'autres, elle te dit même, docteur, j'ai l'impression que je suis ouverte en bas. Ça veut dire au niveau de l'orifice, elle ressent vraiment cette pesanteur. Parfois, elle ressent même la partie fœtale même qui se présente au niveau du vagin. Elle te le dit correctement. Ce sont vraiment les signes alarmants. Et l'urgence, en fait, devant tous ces tableaux cliniques, c'est de venir immédiatement à l'hôpital. Qui dit venir à l'hôpital dit une prise en charge adéquate, un meilleur suivi, une meilleure prise en charge et un pronostic favorable pour le fœtus. Parce que pour celle-là qui accouche peut-être dans son domicile, elle est différente de celle-là qui vient dans une structure hospitalière. Mais comme on a dit, après cette clinique, il faut aussi envisager, OK, premièrement, la première des choses au niveau de la prise en charge. C'est bien le diagnostic que j'ai évoqué, parce qu'elle peut vous poser ce diagnostic. Cliniquement, ça veut dire qu'elle ressent de la douleur. Celle-là peut saigner. Elle peut te dire, docteur, je ressens cette pesanteur au niveau de mon vagin. Je ressens comme si l'enfant veut sortir. L'urgence absolue, en fait, c'est de se rendre dans une structure hospitalière, mais pas n'importe quelle structure hospitalière. Ça veut dire qu'il faut bien choisir la structure hospitalière. Une structure hospitalière qui est pluridisciplinaire. Ça veut dire en d'autres termes, je cite, où on a l'équipe gynécologique, où on a des pédiatres, où on a un service de néonatologie. Service de néonatologie, pourquoi? Parce que là, on a le devenir de la maman, on a le devenir du fœtus. Ça veut dire que ce fœtus, ce bébé, autant pour moi, puisque j'ai dit, j'ai employé le terme de bébé. Ce bébé doit être pris en charge après l'accouchement. Ça veut dire combien de choses tu localises d'abord une structure hospitalière de première catégorie. Ça peut être HBOPI, ça peut être le CHU, ça peut être l'hôpital central, mais pas dans un centre de santé, parce que dans un centre de santé, on n'a pas ces services pluridisciplinaires. Vous n'allez jamais trouver un service de néonatologie, vous n'allez pas trouver des pédiatres, ni des gynécologues de garde, je ne pense pas. Après, ça va détecter maintenant la structure hospitalière. L'idéal serait, dès que dans cette structure hospitalière, l'examen physique se fera cliniquement par le médecin. Ça veut dire, hormis, il prendra les paramètres vitaux de la patiente, que ce soit la température, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et autres. L'examen se fera de façon topographique. Ça veut dire initialement, on évalue aussi si la patiente a des signes d'anémie sévère, par la pâleur ou bien la pâleur cutanéo-muqueuse. Elle peut être pâle, elle n'est pas bien colorée. Secondo, on évalue maintenant le bien-être fœtal. Ça veut dire là, on se rassure que le cœur de l'enfant bat. Est-ce qu'on a les bruits du fœtus? Est-ce qu'ils sont réguliers? Est-ce que le rythme cardiaque est vraiment dans la limite normale? Est-ce qu'il n'y a pas un rythme qui peut être accéléré ou bien bas? Ça, c'est le clinicien qui examine la patiente. C'est lui qui, en examinant la patiente, c'est lui qui apprécie tous ces
tout l'examen clinique en général. Hormis ça, qu'on évalue le bien-être fœtal, il faudrait se rassurer maintenant au niveau du toucher vaginal. Ça, c'est toujours le clinicien qui le fait. Ça veut dire, en faisant ce toucher vaginal, il se rassure, il peut décider si vraiment l'accouchement, peu importe l'issue, le fœtus ou le bébé va sortir. Il peut décider de dire, ok, ce n'est qu'une, malgré qu'elle ait des douleurs, l'accouchement peut être réservé. Ça veut dire, en fait, la conception, autant que moi, on peut encore préserver la grossesse. Ça veut dire, peut-on avoir une dilatation peut-être de 2 cm et on n'apprécie pas très bien le mobile fœtal. À ce moment, on peut se dire, oui, on peut être conservateur. C'est ce que nous, on appelle souvent la menace d'accouchement prématuré. Ça veut dire, on sait, oui, il y a cette menace, mais on peut encore bien essayer de refroidir en quelques termes et mieux garantir le maintien de la grossesse jusqu'à un âge gestationnel favorable. Peut-être en 6 semaines, 37 semaines, ce sont les thèmes qu'on peut peut-être se proposer devant ce tableau clinique de menaces d'accouchement. Mais maintenant, si dans le corps où on se trouve dans un tableau où vraiment l'accouchement est inévitable, il n'y a rien à faire. Vraiment, on ressent déjà la présentation du bébé, on ressent déjà les parties du fœtus. Il n'y a rien à faire. Là, on se permet d'effectuer l'accouchement. Mais au préalable, si peut-être nous sommes dans un contexte où c'est juste une menace d'accouchement prématuré, il faudrait aussi investiguer les différentes étiologies en demandant certains bilans. Bilan, ça peut être un bilan infectieux. Si peut-être je pose mon diagnostic, je me dis, bon, ce qui cause en fait son accouchement prématuré, bien la menace d'accouchement prématuré, ça peut être le paludisme. Je me retrouve en train de demander un bilan infectieux à travailler, à savoir une goutte épaisse, la numération fourmi sanguine, la CRP pour celle qui vient peut-être dans un contexte où elle a perdu les os, où elle ressent vraiment qu'elle a eu l'écoulement du liquide qui était au niveau de sa cuisse, même jusqu'au pied. À ce moment, je me propose de demander une CRP qui sera contrôlée tous les 48 heures. Contrôlée tous les 48 heures pour se rassurer en fait que l'enfant soit bien et qu'il ne soit pas à risque d'être infecté. C'est pour ça qu'on demande une CRP. Hormis ça, maintenant, je m'oriente auprès du docteur Pounalu, qui est le médecin en imagerie médicale. Ça veut dire, en fait, à ce moment, je demande l'échographie pour me rassurer du bien-être fœtal. Je me rassure, en fait, de le poids fœtal estimé, puisque à travers ce poids, le poids aussi va nous orienter sur une meilleure prise en charge adéquate. Donc, c'est docteur Pouna, en envoyant la patiente auprès du docteur Pouna, il va mieux spécifier le bien-être fœtal, euh, son poids fœtal estimé selon les différentes classifications en fonction de l'âge de la grossesse. Hormis même ça, il va aussi nous dire s'il y a peut-être une bonne insertion du placenta ou pas. Ajouter à cela aussi, il pourra aussi nous donner la meilleure présentation du fœtus. Est-ce que le fœtus, le bébé autant pour moi, vient avec la tête dans une présentation céphalique? Est-ce que ce bébé en fait vient peut-être avec une présentation transverse? En faisant le toucher, tu ressens le dos. Est-ce que ce fœtus en fait vient avec une présentation des sièges? Ça veut dire en faisant le toucher, tu peux me ressentir les fesses ou bien les pieds du bébé. Ça, c'est au niveau de l'imagerie. À travers maintenant l'imagerie, ma prise en charge, le but de ma prise en charge, je peux être conservateur, comme je peux me décider sur un accouchement. Conservateur maintenant dans le sens où je n'ai pas vraiment une dilatation importante, où je peux vraiment préserver cette grossesse jusqu'à un âge favorable. Peut-être, je prends un exemple. Pour cette femme qui vient, peut-être, je me dis, ok, elle a 2 cm, malgré qu'elle ait les contractions. Mon but, en fait, c'est quoi? Je maintiens la grossesse jusqu'à un certain âge de viabilité, peut-être en 6 semaines. Me rassurant qu'il est tout petit, j'ai son poids, je peux estimer, je peux envisager, en fait, maturer les poumons du fœtus en donnant des corticoïdes parce qu'il est encore prématuré. Et hormis ça, son système pulmonaire n'est pas encore favorable à notre vie extra-utérine. Qui dit vie extra-utérine dit notre système terrestre, si je dis ça. Est-ce qu'il va facilement s'adapter à notre système respiratoire et consort? Il faudra en fait que je me rassure de ça. C'est pour ça en fait je vais maturer. Donc, pour accorder encore assez de chance à ce fœtus. Pour cette femme qui vient avec cette douleur, je peux aussi refroidir. Ça veut dire que je fais ce qu'on appelle une tocolyse. En donnant la nifedipine pour pouvoir calmer la douleur. Stopper même, pas seulement calmer, mais stopper. Donc, s'il te plaît, évite de donner les noms des médicaments. Il y a les sorciers ici. Il ne faut pas à la maison pour rien. D'accord, merci. Donc, je peux me permettre en fait de stopper les contractions utérines.
en stoppant les contractions utérines. Hormis ça maintenant, le plus important maintenant, ce stade-là peut-être que, dans le cas où on se retrouve vraiment qu'on ne peut pas maintenir la grossesse, ça veut dire que l'accouchement, elle est vraiment inévitable. Il y en a 2 modes d'accouchement, que ce soit la césarienne ou bien l'accouchement par voie basse. La césarienne ou l'accouchement par voie basse, maintenant, ça dépend du poids du fœtus, ça dépend de la présentation. Ça veut dire que moi, un fœtus peut-être qui a un poids supérieur à 1500 grammes, à 1500 grammes, qui lui vient peut-être avec une présentation céphalique. Je peux me permettre d'envisager un accouchement par voie basse. Pour un fœtus aussi qui a un accouchement, qui a un poids, poids fœtal estimé, peut-être inférieur à 1500 grammes, qui vient peut-être avec une présentation de siège, c'est-à-dire qui vient avec les fesses, il peut venir peut-être avec le dos, la présentation transverse. Là, nous sommes dans l'obligation de proposer une césarienne. Pourquoi une césarienne à la patiente? Parce que d'autres se diront non. Envisager une césarienne chez un fœtus qui est tout petit, c'est souvent en fait ça, cette perception. Mais on est sans ignorer que malgré qu'il soit petit, ses poumons ne sont pas encore vraiment adaptés. Ou bien le système pulmonaire n'est pas encore vraiment correct à mieux s'adapter à la vie extra-utérine. Or, lors du passage au niveau des voies Génital. génitales, il y aura cette compression en fait, de la cage thoracique. Et là, on peut même se retrouver après la naissance, on peut avoir une détresse respiratoire, on peut même avoir un décès fœtal. C'est pour ça, en fait, on se propose on envisage une césarienne chez cette patiente-là. Hormis ça, au vu de la césarienne, comme j'ai dit initialement, le plus important, c'est surtout le transfert in utero. Ça veut dire, en fait, on ne transfère pas une patiente qui a déjà accouché. On ne transfère pas un bébé qui vient de naître. C'est souvent très compliqué. L'idéal, c'est de faire une référence, autant pour moi, quand le bébé est encore dans l'utérus. Ça veut dire, si peut-être on a objectivé ou bien on a posé le diagnostic dans un centre de santé, l'idéal serait de référer la patiente. C'est ça qu'on appelle en fait un transfert in utero. On se rassure que le bébé soit encore dans l'utérus normalement, qu'on ait une meilleure approche, une meilleure décision en fait sur le mode d'accouchement. Ça, c'est ce volet thérapeutique. Mais maintenant, qui parle volet thérapeutique, qui parle symptomatologie, on est sans oublier aussi qu'on peut bien prévenir cette pathologie. Comme quelqu'un, on aime souvent si bien le dire, vaut mieux guérir. Pour ne pas dire si je savais. Pourquoi? D'où maintenant cette approche d'orientation. Initialement, devant cette prévention, on peut envisager les consultations prénatales. Il est à noter et il est même conseillé à ces femmes-là de toujours débuter immédiatement les consultations prénatales. Ça veut dire du moment où tu sais que tu es enceinte, débute déjà tes visites, tu te fais suivre par un gynécologue, tu respectes tes rendez-vous, les bilans demandés, les différents examens et autres. Même au niveau des traitements, est-ce que tu prends bien ton médicament préventif du paludisme pour prévenir ou empêcher déjà le paludisme placentaire ou en grossesse? Est-ce que tu prends bien tes médicaments? Et aussi, est-ce que tu prends bien ton fer qu'on va te prescrire pendant les consultations prénatales pour éviter aussi certaines pathologies telles que l'anémie en grossesse? C'est surtout ça qu'on envisage pendant les consultations prénatales. Mais comme j'ai dit, le plus important ici, là, se réfère beaucoup plus aux consultations prénatales. Toute femme, du moment où elle sait qu'elle est enceinte, il faudrait immédiatement qu'elle s'y rende dans une structure hospitalière et qu'elle débute déjà avec les consultations prénatales. Donc ça, c'est au niveau de la prévention. Le pronostic maintenant, qui est du pronostic du fœtus, il y en a au moins plusieurs volets, comme j'ai dit. Déjà, le taux de suivi des nouveau-nés ou bien des fœtus prématurés dépend en fait de l'âge de la grossesse. Ça veut dire, tu ne peux pas faire une comparaison entre le fœtus de 22 semaines et celui peut-être de 37 semaines. Il y a d'abord le poids fœtal qui sera supérieur, qui seront différents, les poids fœtaux, autant pour moi, qui seront différents. Hormis même ça, l'approche maintenant au niveau de la prise en charge, ça se passe maintenant au niveau des pédiatres. Ce sont eux qui sont mieux placés sur ce domaine. Et tout se passe maintenant dans le service de néonatologie. De une façon de dire, qui dit nouveau-né prématuré, dit un suivi ou bien peut-être l'évolution assez favorable selon l'âge de la grossesse. Donc ça dépend, est-ce que c'est une moyenne prématurité, est-ce qu'elle est grande ou bien est-ce qu'elle est très grande? Là, ça dépend. Quand on dit moyenne, c'est entre 32 et 36 semaines. Et quand on parle de grande prématurité, on se réfère à un âge gestationnel au moins de 28 à 30 semaines amélioré. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut
mieux appréhender la prise en charge du fœtus qui est prématuré. Et sans oublier aussi qu'on peut y avoir des complications. C'est beaucoup plus lié à ce fœtus. Si on envisage, si on aborde le domaine du fœtus, ce fœtus qui est né prématurément, à la longue, il y a des complications neurologiques qui peuvent développer. C'est pour ça, en fait, le mot de l'accouchement est très nécessaire. Donc, on ne s'envisage pas, en fait, à mener un accouchement comme ça, que ce soit par voie basse ou bien par voie haute. Donc, on aussi est censé penser à ce devenir. C'est un futur, comme je souvent dis à mes patients, ton bébé peut être un futur président de la République, peut être un futur médecin ou un futur procureur, un peu comme Dr Pouna. Donc, en fait, tout tient compte, en fait, du devenir de ce fœtus. Mais qui dit nouveau-né prématuré, dit aussi un suivi en fonction du thème de la grossesse. Ça, c'est ça. L'une des choses que j'avais aussi ajoutées, pour ne pas oublier, c'est le contexte, comme j'ai tantôt dit. C'est un domaine, en fait, qui englobe trois personnalités, ou bien trois sujets, à savoir le fœtus, qui est le bébé, la mère, et y compris le conjoint. Le rôle du conjoint ici, en fait, c'est dans le cadre psychologique. Les femmes, en fait, se trouvent dans une situation où elles sont parfois accablées, désespérées et tout. Mais la place, en fait, de son conjoint, de le père de son enfant, ou bien son mari, je ne sais pas trop, a un rôle vraiment capital. Parce que là, c'est quelque chose qui s'est conçu à deux, comme j'aime souvent si bien le dire. Et avec le soutien ou bien l'aide du partenaire, elles se sentent plus réconfortées. Donc, en gros, avec une petite synthèse que j'ai essayé de faire, c'est à peu près ça, l'abord ou bien ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, docteur. Ta présentation était... Il n'y a rien Merci. à rajouter. Je prends juste la parole pour essayer de faire un résumé, ce qui n'est pas aisé parce que pratiquement tout ce que tu as dit était important. Mais je vais essayer de faire un résumé de ce que tu as dit parce qu'on a eu pas mal de retardataires qui venaient. J'invite déjà les uns et les autres à laisser leurs questions en commentaire et par la suite nous y répondrons. Alors, il était question de parler de l'accouchement prématuré. Nous avons reçu notre invité, le docteur Naïcha, pour cela. Elle a commencé son propos, elle a introduit son propos en définissant ce qu'on entendait par accouchement prématuré. Elle a dit que c'était la naissance avant le terme, bêtement, dit comme ça. Mais il y a des chiffres particuliers. En gynécologie, en gynéco-obstétrique, pardon, on ne parle pas de grossesse en termes de mois, parce qu'avec les mois, ce n'est pas précis. On parle beaucoup plus en termes de semaines. Alors, dans ce cadre-ci, lorsqu'on parle d'accouchement prématuré, c'est une naissance entre le seuil de viabilité, qui est 22 semaines d'aménorrhée de façon générale, mais au Cameroun de 28 semaines, et 37 semaines, c'est-à-dire le terme de la grossesse. Ça veut dire que si vous vivez au Cameroun et que vous accouchez d'un enfant entre 28 semaines et 37 semaines, vous êtes dans le cadre d'un accouchement prématuré. Si c'est avant 28 semaines, vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle un avortement. Ça, c'était un peu pour fixer les bases. Et pour revenir un peu au jargon du commun des mortels, elle a dit que ça équivalait à peu près à un accouchement avant 7 mois. Alors, elle a ressorti quelques chiffres épidémiologiques, notamment le fait qu'au Cameroun, il y ait 11% des cas de grossesse qui sont intéressés par cette pathologie. Alors, elle a ressorti ce qu'on appelle les facteurs de risque ou prédispositions, dont la liste n'est pas exhaustive, mais il y avait quelques points phares, notamment le mauvais suivi de grossesse, les femmes qui ne vont pas faire les grossesses pour les visites prénatales, ou alors vont faire les visites prénatales au mauvais endroit, parce qu'il faut le dire, le tout n'est pas d'aller en visite prénatale, mais il faudra aller chez la personne ou alors chez le professionnel indiqué. Idéalement, le gynécologue, les sages-femmes le font également, le médecin généraliste peut le faire. Il faut aller vraiment chez les personnes indiquées. Alors, le mauvais suivi de grossesse, le bas niveau socio-économique, les efforts physiques intenses. Je rappelle que lorsqu'on dit facteur de risque, ce n'est pas forcément relation de cause à effet. Ce n'est pas parce que vous avez un bas niveau socio-économique que vous allez forcément faire un accouchement prématuré. C'est juste que les études qui ont été menées montrent que ces personnes-là ont beaucoup plus développé que les personnes qui n'étaient pas dans ce bas niveau socio-économique-là. Les efforts physiques intenses, c'est les dames qui vont faire beaucoup d'efforts, beaucoup travailler à la maison ou alors au travail même de façon générale alors qu'elles sont enceintes. Les grossesses précoces ou tardives, lorsqu'on parle de grossesse précoce ou tardive ici, c'est par rapport à l'âge de la patiente. La patiente qui conçoit à moins de 18 ans ou alors à plus de 35-40 ans par là, elle est souvent plus à risque de développer ça. Alors, le docteur Naïcha a également soulevé la notion de gain de poids important pendant la grossesse et ou de diabète gestationnel. Les femmes qui vont développer un diabète en grossesse sont à risque de faire un accouchement prématuré. Les antécédents d'interruption volontaire de grossesse, notamment lorsque c'est à répétition, ça veut dire que si vous avez eu une grossesse indésirée, vous avez eu une interruption volontaire de grossesse
une, deux, trois fois. Plus vous en faites, plus vous êtes à risque le jour où vous voulez accoucher normalement d'un enfant, de développer un accouchement prématuré. Nous avons évidemment les antécédents d'accouchement prématuré. Alors en gynécologie, juste une petite astuce. Chaque fois que vous voulez savoir quel est le facteur de risque d'une maladie, c'est l'antécédent de cette maladie-là. Si vous avez eu quelque chose une fois, vous êtes à risque de le refaire encore. Alors, ensuite, le docteur Naïcha a traité justement des causes. Comme on l'a dit, les facteurs de risque, ce n'est pas les causes. Les causes, c'est surtout dans notre contexte, les causes infectieuses, notamment le paludisme. La plupart des femmes, moi, dans ma petite carrière de médecin généraliste, les femmes que je recevais pour menaces d'accouchement prématuré, c'était surtout, j'ai envie de dire 90% le palu. Le palu était vraiment incriminé, notamment lorsque j'étais du côté d'Alout Chemassab. Il y avait beaucoup de palus là-bas. Alors, à côté du paludisme, il y a d'autres infections telles que l'infection urinaire. On peut également avoir les infections cervico-vaginales. À côté de cela, il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle une béance cervico-isthmique. Peut-être certaines qui ont été intéressées par ça ou qui ont eu un proche qui souffrait de cela savent un peu de quoi je parle. Alors, la béance du col, c'est-à-dire que le col, c'est comme l'utérus, c'est un peu comme ceci. Le corps de l'utérus, c'est ici et le col, c'est ici. Le col est censé rester fermé, mais si le col commence à s'ouvrir avant qu'on arrive à terme, si ça s'ouvre comme ça, vous êtes conscient, vous convenez avec moi que le contenu va sortir carrément. Donc, une personne qui souffre de béance cervico-isthmique est à risque de faire un accouchement prématuré. Déjà, les personnes qui souffrent de béance cervico-isthmique vont se rendre compte qu'elles feront des menaces d'accouchement prématuré ou même de ce qu'on appelle des avortements à répétition. On a également des patientes qui vont souffrir d'anomalies utérines congénitales, c'est-à-dire que vous êtes né avec une malformation au niveau de votre utérus, mais vous ne saviez même pas. C'est dire que lorsque vous atteignez un âge dit de procréation, il faudrait parfois venir faire une échographie juste de contrôle, qu'on vous dise même quel est l'état de les gynécologues qui sont en statut utéro-annexiel. Quel est l'état de votre utérus, quel est l'état de votre trompe et tout, que vous sachiez un peu dans quel contexte vous vous situez comme ça. Si vous voulez concevoir, on peut vous accompagner comme ci ou comme ça. Donc, à côté de cela, on peut également avoir les pathologies fœtales. C'est-à-dire que l'enfant lui-même, la maman n'a pas de problème au niveau de son col ou de son utérus, mais l'enfant lui-même vient avec des problèmes. Ça peut être des problèmes infectieux, ça peut être des problèmes malformatifs, c'est-à-dire que l'enfant, je ne sais pas quelle malformation vous citez, mais il y a beaucoup de malformations. Si ceux qui me suivent sur LinkedIn, je partage souvent des cas d'imagerie de la semaine avec des enfants qui souffrent d'exencéphalie. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce contexte-là, mais les enfants peuvent avoir des problèmes, des malformations. Alors, en ce qui concerne la clinique, c'est-à-dire comment est-ce que la menace d'accouchement prématuré, parce que c'est surtout ça l'intérêt de notre sujet, comment la menace d'accouchement prématuré va se manifester. Le docteur Naïcha a ressorti le maître symptôme qui est souvent la douleur abdominopelvienne, c'est-à-dire du ventre et du bas-ventre, à titre de contraction utérine. Pour celles qui ont déjà accouché, elles savent exactement à quoi ressemblent les contractions utérines. C'est souvent une douleur qui est à type de crampe, qui peut irradier, c'est-à-dire marcher vers le dos, et associée à une pesanteur pelvienne. On peut également avoir ce qu'on appelle un saignement pervaginal, c'est-à-dire l'écoulement de sang à travers le vagin, qui provient certainement du haut, c'est-à-dire de l'utérus. Alors, lorsque vous allez arriver à l'hôpital et que le docteur Naïcha va vous examiner, il y a des examens qu'elle va vous prescrire, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la paraclinique. Elle va certainement demander des bilans biologiques qui visent à rechercher les signes comment dire, la gravité. Par exemple, si vous avez saigné, on va voir si vous avez une anémie et tout, mais surtout rechercher la cause. Vous demandez une goutte épaisse pour savoir si vous avez un paludisme, vous demandez ce qu'on appelle un examen des urines, bandelette urinaire ou examen bactériologique des urines, pour voir si vous avez une infection urinaire et traiter cela par la suite. Donc, il y a d'autres examens qu'elle pourra demander, comme elle a expliqué tout à l'heure, CRP et beaucoup de choses pour évaluer, même dans le suivi de votre... Parce qu'on certainement va vous hospitaliser. Alors, à côté de cela, elle va vous demander un examen clé qui est l'échographie obstétricale. C'est où généralement vous allez venir vers moi ou alors vers mes collègues, qui aura pour beaucoup de buts. Le premier but, c'est évaluer le bien-être fœtal. Est-ce que l'enfant se porte bien? Est-ce que l'enfant est même encore en vie? Parce que lorsque ça contracte, on a mal, ça contracte, on a mal. On ne sait même pas si l'enfant est encore en vie. Donc, lorsqu'on va venir à l'échographie, on va voir si l'enfant est encore en vie. Est-ce qu'il va bien? Il y a ce qu'on appelle le score de Manning. Moi, j'aime pas beaucoup le score de Manning. Je trouve que c'est un peu... c'est relatif, c'est discutable. C'est vraiment opérateur dépendant. Je préfère souvent ce qu'on appelle l'index de perfusion cérébro-plastique. Voilà, c'est un terme un peu technique, mais c'est des mesures que nous prenons clairement qui nous disent est-ce que le cerveau de l'enfant reçoit bien le sang, voilà, est-ce que justement il va bien. Alors, à côté de cela, le radiologue, idéalement, qui va vous recevoir à l'échographie, va également rechercher le poids fœtal parce que la décision thérapeutique du docteur Naïcha dépendra du poids fœtal
et de l'âge gestationnel. L'âge gestationnel n'est pas toujours l'âge que vous allez dire à partir de votre état de dernière règle. À l'échographie, on a un âge qu'on va déterminer. À côté de cela, elle a parlé de l'insertion placentaire. Comment est-ce que le placenta est placé? Tout placenta, enfin, vous pouvez avoir une grossesse, vous allez bien, l'enfant va bien, mais là où le placenta s'est posé, il y a des soucis. Donc, vous allez entendre des notions telles que placenta, prévia, ce genre de choses. Il y a également la présentation qui sera déterminée grâce à l'échographie. C'est la présentation qui va également orienter le mode d'accouchement en dehors de d'autres paramètres. Si l'enfant vient avec les fesses ou alors avec les pieds, ce n'est pas la même chose que s'il vient avec la tête ou alors s'il vient sur le côté. Alors, la conduite à tenir, donc, lorsque vous avez ces symptômes-là qui renvoient à une menace d'accouchement prématuré, c'est de courir rapidement à l'hôpital, mais pas n'importe quel hôpital. Courir dans un hôpital qui dispose d'un service de néonatologie. Alors, on ne vous en voudra pas si vous restez dans, je vais dire quoi, si vous restez par exemple à Simbok et que vous vous dépêchez d'arriver en première intention à l'hôpital BMS, on ne va pas vous en vouloir. Je ne sais pas s'ils ont le service de néonatologie, mais je dis ça comme ça. Disons qu'ils n'en ont pas. Vous arrivez dans le service le plus proche, mais maintenant, ce service-là, cet hôpital le plus proche là, a le devoir, s'il se rend compte que voilà, c'est une menace d'accouchement prématuré, qu'il faut que l'enfant sorte, que c'est inévitable. On va voir ce que c'est inévitable par la suite. Et qu'il faut que l'enfant sorte dans les heures ou alors dans les minutes qui suivent. Cet hôpital-là aura le devoir de vous référer à une structure et à un service de néonatologie. C'est très important, on verra cela par la suite. Alors, comme on l'a dit, le docteur Naïcha qui va rechercher les signes de gravité. Alors, avant de passer au pronostic, le docteur Naïcha a parlé de quelque chose de très important dans la prise en charge, parce que la prise en charge, c'est le médecin, mais ce n'est pas seulement le médecin. Elle a parlé du soutien psychologique de l'entourage et surtout du conjoint, qui joue un rôle phare dans la façon dont la maman du bébé va gérer cette pathologie-là. Alors, lorsque vous arrivez avec ce contexte d'accouchement, de menace d'accouchement prématuré, il y a deux possibilités. Soit l'accouchement est inévitable, c'est-à-dire que dans les minutes ou alors dans l'heure qui suit, on doit le faire sortir, soit par voie basse, soit par césarienne, selon les modalités que le docteur Naïcha a évoquées. Soit on va faire ce qu'on appelle une conservation possible. Je vais commencer par la conservation. Les gynécologues, généralement, font ce qu'on appelle lorsqu'ils se rendent compte qu'on peut conserver, c'est-à-dire maintenir l'enfant encore dans le ventre jusqu'à ce qu'il soit apte à sortir, ils font ce qu'on appelle une tocolyse. Alors, toco, ça renvoie aux contractions utérines. Lyse, ça veut dire calmer, casser carrément. Donc, vous venez avec les contractions utérines, ils vous donnent des médicaments que je ne vais pas citer ici, qui permettent de casser les contractions utérines, qui font en sorte que vous n'ayez plus mal. Mais comme ils le disent souvent, le but de la tocolyse, c'est la maturation pulmonaire. C'est-à-dire, quand ils font la tocolyse, c'est pour donner des médicaments qui vont permettre à l'enfant d'être assez, j'ai envie de dire, excusez-moi le néologisme, pulmonairement apte à sortir. Il faudrait que son poumon soit apte à s'adapter à la vie extra-utérine. Parce que lorsque l'enfant est dans le bébé, il ne respire pas par les poumons. Il respire avec le cordon ombilical de sa maman et tout. Dès qu'il sort, il faut qu'il soit apte à sortir. Or, avant le terme, l'enfant n'a pas encore cette capacité-là à sortir et respirer de lui-même. Donc, ils vont donner des médicaments qui permettent à l'enfant de maturer ses poumons. Et donc, s'il sort dans les 48 heures, on sait que là, il pourra prendre le relais avec ses poumons. Donc, généralement, la tocolyse, la maturation pulmonaire, c'est sur 48 heures à la base. Je crois qu'ils ont d'autres protocoles à côté. Donc, ils vont faire le traitement conservateur avec la tocolyse et la maturation pulmonaire. Et après, à côté de cela, ils vont traiter la cause. Si on trouve que vous avez une goutte épaisse positive, on va donner des médicaments qui vont éradiquer les germes de l'anophèle femelle. Si on trouve qu'il y a une infection urinaire, on va donner des antibiotiques pour ça, ainsi de suite. Alors, si on se rend compte que l'accouchement est inévitable, surtout si l'enfant est déjà engagé, c'est-à-dire la partie de son corps qui est au niveau du col a déjà voilà, ce qu'ils appellent le détroit supérieur, qui est une partie du plancher pelvien, il faudra bien faire sortir l'enfant. Maintenant, la notion de faire sortir l'enfant en fonction de certains critères va nous orienter vers la césarienne ou l'accouchement par voie basse. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'elle a essayé de détailler déjà ça. Alors, elle a dit, comme je l'ai dit un peu plus haut, si l'hôpital est de basse catégorie et ne dispose pas d'un service de néonatologie, il faut privilégier ce qu'on appelle un transfert in utero. Ça veut dire quoi? Ne pas faire naître l'enfant avant de le transférer, mais transférer la maman avant qu'elle n'accouche même. Comme ça, dès qu'il sort, on peut le mettre en couveuse avec le traitement qui suit. Alors, quel est le devenir du fœtus? Le docteur Naïch a dit le devenir du fœtus est en fonction de l'âge gestationnel et du poids fœtal. On peut avoir des possibles complications neurologiques et respiratoires en fonction de comment le management a été fait lié à ces caractéristiques intrinsèques de l'enfant. Alors, en ce qui concerne la prévention, le docteur Naïch a dit il faut débuter les visites prénatales dès qu'on constate l'aménorrhée. Dès que vous vous rendez compte que mes règles devaient venir le 25, nous sommes le 27, ce n'est pas venu. Vous allez peut-être à la pharmacie, comme vous faites souvent, et vous faites des test de grossesse, c'est positif. Il faut rapidement
débuter les visites prénatales. Plus tôt vous débutez les visites prénatales, meilleur sera le pronostic pour votre accouchement. Donc, je crois que j'ai essayé de faire un résumé de façon à ramasser de ce qui a été dit par ma consoeur. On va maintenant essayer de passer aux questions qui ont été posées. Donc, j'espère que tu es avec moi. Je vais essayer de prendre Oui, je les suis là. questions chronologiques et si tu le veux bien, tu vas essayer d'y apporter des réponses. Un instant. Alors, on a la première question qui nous vient de Monsieur Apko. Je cite, est-ce que la réalité du sperme du père est un facteur de risque? Est-ce que la qualité, pardon, du sperme du père est un facteur de grossesse à risque? Est-ce que la qualité du sperme du père est un facteur de grossesse à risque? Bon, sa question, en fait, si je comprends bien, la qualité du sperme, est-ce que c'est un facteur de risque? Est-ce que c'est un facteur, en fait, d'une grossesse à risque? Parce que qui dit grossesse à risque, il parle aussi d'accouchement prématuré. Oui. Bon, c'est vrai que j'ai oublié son nom, mais je lui dis déjà merci pour la question. Bon, initialement, le sperme contient certains nutriments ou bien des composants, si je peux dire ça comme ça, tels que les prostaglandines. Ça veut dire que ces prostaglandines auront un effet, pas néfaste, mais déclencheur en fait de l'accouchement prématuré. Donc, dites-vous aussi que même ce spermatozoïde, en termes simples, que l'homme éjacule en fait dans la voie génitale de la femme, pour celle qui est déjà enceinte, est aussi un facteur est aussi capable de déclencher en fait un. Alors, merci docteur pour la réponse. La question suivante nous vient de... Alors, c'est un commentaire de Madame Blanche Thia, je cite, bravo ma fille, que le Seigneur te comble encore plus pour arriver là où lui-même avait déjà prédit avant la fondation du monde. Amen. Amen. Oh. Merci. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Je crois qu'en fait, j'ai souvent un souci avec mon téléphone, parce que ça n'ouvre pas tous les commentaires, donc j'essaie d'ouvrir sur l'ordinateur. Je ne sais pas si toi, tu as accès à d'autres questions là qui s'affichent là. Parfois, il y a des questions qui sont posées, je ne parviens pas à les voir sur mon appareil. Je crois qu'il y a une question qui vient de s'afficher de mon côté. Elle vient du docteur Andy Mal. Je cite, la prise en charge des prématurés est-elle optimale dans nos structures sanitaires? Merci, docteur Andy, pour la question. Oui, il y a des structures hospitalières, comme je sais surtout actuellement où je suis à HGOP. Je vous assure, la prise en charge, elle est vraiment très adéquate. Donc, peu importe, si les gens ont déjà estimé un poids fœtal qui est vraiment dans la norme et en fonction de l'âge gestationnel, après avoir déjà fait une maturation, ces bébés sont envoyés en néonat et comme je dis, avec des patrons, des spécialistes qui sont mieux formés et qui favorisent en fait la meilleure prise en charge de ce nouveau-né. Merci, Doc. Donc, tu recommandes l'hôpital gynéco-obstétrique par rapport à la prise en charge de ces prématurés de façon générale et des nouveaux-nés. Même la fondation Chantal Biya, ils ont aussi Voilà. des services de néonatologie là-bas. Même le CHU également. D'accord. Et qu'est-ce que tu recommandes à ceux qui sont du côté de Malantine dans mon village? Bon, dans ton village, c'est Fumban, c'est ça? Non, j'ai pas dit Fouman, j'ai dit Malantine. Malanteux, donc ça veut dire que Malanteux, c'est vraiment en périphérie. Ok, là, je vais aborder un autre sujet. Bon, si c'est possible, on peut utiliser la méthode archaïque. Déjà que moi, je suis née d'une grossesse géminale de 900 grammes. D'accord? Donc, je peux Allez. dire à ma mère adopter la méthode archaïque pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, les 900 grammes de ma mère, le 900 grammes autant pour moi que je suis, a atteint l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est bien possible. Pour ces femmes-là qui sont en périphérie, n'ayant pas de structure sanitaire adéquate, elles peuvent utiliser la méthode archaïque. Mais l'idéal serait plus approprié si on a vraiment un poids fœtal assez favorable, peut-être supérieur à 1500, 2000. La méthode archaïque, en fait, consiste à quoi? C'est de mettre l'enfant à chaud. Ça veut dire habiller convenablement l'enfant, le couvrir. Utiliser même peut-être de l'eau chaude, mettre dans les bouteilles. Ça, c'est la méthode que ma mère a adoptée. Elle avait deux nouveaux-nés, un de 900 grammes, l'autre de 1000 grammes. Donc, ma soeur jumelle et moi. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, la question suivante vient de la sœur jumelle.
Madame Ampo Fabiana. Elle demande, pour une femme qui n'est pas enceinte, comment peut-elle mesurer la taille de son bassin? Comment mesurer la taille du bassin d'une femme qui n'est pas enceinte? Comment mesurer la taille d'une femme enceinte, d'une femme qui n'est pas enceinte? Bon, là, c'est la mesure, il y en a deux mesures. Il y a celle qui est clinique et il y a celle qui est au niveau de l'imagerie médicale. Donc, ça, c'est docteur Pouna. Ça veut dire cliniquement, en fait, on évalue à travers le toucher vaginal. Ça, c'est le gynécologue qui le fait. Ça veut dire en introduisant le doigt, le doigt en fait au niveau du vagin. J'évalue déjà la pelvimétrie, on appelle ça une pelvimétrie clinique. Donc j'évalue son promontoire, ses symphyses et haut. Donc en fait tout le bassin, je peux l'évaluer à travers mon toucher, le toucher vaginal. En concernant l'imagerie médicale, ça c'est au niveau du docteur Pouna. Donc lui, il a tendance à demander le pelvis scan à ses patientes. Donc c'est un peu ça. C'est deux volets. Merci. Bah, ouais, je voulais ajouter à Madame Fabiana que l'intérêt des dimensions du bassin est surtout au troisième trimestre. Il y a ce qu'on appelle le pelvic gift. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pas enceinte ou lorsque vous êtes en début de grossesse, le diamètre, les dimensions de votre bassin ne sont pas les mêmes que les dimensions que le bassin aura lorsque vous serez à terme. Le bassin a cette capacité à s'élargir, à gagner un peu plus en espace lorsque vous vous rapprochez du terme. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est plus adéquat d'évaluer votre bassin pour déterminer quel sera le mode d'accouchement. Est-ce que tu vois d'autres questions? Je n'en vois pas, même sur l'ordinateur, là, je n'en vois pas. Si tu envoies une autre, je te prie de la lire. Est-ce que tu envoies? Non, pas vraiment. D'accord. Si tu n'en vois pas, ceux qui vont regarder le live en différé, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Le docteur Naïs chez moi seront notifiés de cela et essaieront, même si c'est en différé, d'apporter des réponses à vos différentes questions. Donc, je vais te passer la parole pour le mot de fin et nous allons clôturer, s'il te plaît. D'accord, merci. Merci à tous ceux qui ont vraiment écouté. Merci au docteur Pouna. En fait, le message de revoir, si on peut conclure ainsi, c'est que tout accouchement prématuré est déjà considéré comme des accouchements qui sont fréquents dans notre contexte. Et le suivi, en fait, du nouveau-né est vraiment réservé. Ça dépend, comme j'ai dit tantôt, du poids fœtal et de l'âge de la grossesse. Et la prévention en elle-même résume déjà, est beaucoup plus d'emblée sur la visite prénatale. Du moment où tu es enceinte, fais-toi consulter. Du moment où tu as des facteurs de risque, dans des prédispositions, fais-toi suivre par un gynécologue. Donc, sur ce, beaucoup de courage à vous, les princesses comme docteur Anna Guédusman, les ladies. Bonne soirée, Merci docteur. beaucoup, docteur. Merci à toi d'avoir honoré ce rendez-vous, bien que l'invitation était un peu tardive, mais dans les délais, tu as pu nous donner une présentation impeccable. Et je pense que tous ceux qui ont participé au direct en sortent, j'ai pas envie de dire moins bête, mais très enrichis en ce qui concerne le thème de ce soir. Donc, nous espérons que ça va porter des fruits, que vous allez non pas seulement appliquer les conseils, mais également les prodiguer à votre entourage qui n'a pas pu assister au direct et donc, voilà, améliorer à votre niveau l'état de santé des populations camerounaises en particulier et mondial en général. Je vous dis bonne soirée et je vous donne rendez-vous mardi, le 4e mardi du mois de mars. Bonne soirée à tous. Bye bye.